Bonsoir. Notre pays franchit une nouvelle étape dans la lutte contre le coronavirus. En effet, de nouvelles doses de vaccins ont été reçues ce week-end. Les détails dans le Life Actu. Et ce soir, il sera également question de la crise énergétique et de son impact sur la cherté de la vie. Pour en parler, nous serons en compagnie de Jean-Baptiste Kofi. Il est président de l'UFC-CI, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Ici, vous le savez, on analyse, on débat, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Une semaine qu'on entame, oyez, bonsoir à tous, une semaine qu'on entame sous les auspices de joie, de bonheur. Avec le sourire. Avec le sourire, c'est important de sourire. Hein. C'est important. Regarde André Bois. Non, c'est pas le sourire, mais c'est bon. Bonjour André, comment allez-vous? Ça va, plutôt bien. Je me sens toujours bizarre d'être là un autre jour que le jeudi. Ouais, c'est très bien. Bon. Je crois qu'on va commencer à vous tremper dans cette eau. Monsieur Kouachi, comment allez-vous? Très bien, merci. Bien le week-end? Super. Où? Super bien. J'étais au Billy Beach Resort pour l'inauguration officielle. Très franchement, ça... Attends, le beach resort pour dire BBR. Alors, BBR. de trois choses l'une. Soit vous dites BBR, soit vous dites BBR, soit vous dites BBR. Enfin, c'est selon. En tout cas, c'est le Bully Beach Resort. Et très franchement, c'est un véritable joyau architectural. Aujourd'hui, un complexe hôtelier et balnéaire 5 étoiles qu'on a en Côte d'Ivoire et qui signifie, qui vient représenter le nouvel élan du ministère du Tourisme et du loisir en Côte d'Ivoire, qui est très cool. la Côte d'Ivoire magnifique. Et franchement, elle est magnifique cette Côte d'Ivoire avec ce genre de complexe qu'il faut visiter, surtout que c'est une initiative locale qu'il faut soutenir. Qui est très cool parce que je connais des élèves de la Sorbonne qui sont venus récemment et qui sont allés en groupe, une trentaine, qui sont venus directement pour aller dormir là-bas. Ça fait déjà partie des destinations de choix, quoi. Enfin, des touristes. Oui, aujourd'hui, ne pas partir au BBR commence à, quelqu'un aurait dit, représenter un crime de lèse-majesté. Tant il y a à cet endroit des raisons de divertissement, d'épanouissement, d'engagement, d'échange, de partage, de convivialité. De belles personnes. Les études vont peut-être le démontrer, mais le tourisme intérieur c'est bien développé avec déjà le BBR et puis bon, d'autres initiatives. Mais là, il y a quelque chose qui se passe dans le tourisme intérieur. On aurait pu dire, pour conclure cette séquence, Petit, ça déjà. Vous êtes encore dans le week-end ou Oui, je suis encore dedans. Je suis encore dans le week-end. Tu es encore trempé dans le week-end. Très bien. Alors, Madame Bleu, comment allez-vous? Oui, bien. Vous, votre week-end, il était au BBR aussi? Non, pas au BBR. C'est vrai que j'étais un peu fatiguée. Donc, je me suis reposée. Et puis, bon, j'ai essayé de passer un peu de temps avec les enfants aussi. Très bien. Vous êtes une bonne Mais j'ai maman. suivi. Vous êtes une bonne maman. Très bien. Bon, alors, on n'a pas la petite info aujourd'hui, donc je me suis permis quelques secondes à grignoter un tout petit peu, juste avant de vous lancer le Life Actu. On commence ce soir avec une bonne nouvelle concernant les vaccins. Vous savez à quel point je suis un fervent défenseur de la cause de ces vaccins. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que ce week-end, la Côte d'Ivoire, notre pays a reçu de nombreuses doses de vaccins. Je vais dans les chiffres. Déjà le samedi, le ministre de la Santé, M. Pierre Demba, a réceptionné 25 000 doses du vaccin contre la Covid du type AstraZeneca. Et le dimanche, c'était 100 000 doses de vaccins qui étaient réceptionnées, toujours de type AstraZeneca. Bon, alors, commentaires, messieurs, madame? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les 500 000 doses qui étaient déjà disponibles ont été utilisées, en tout cas selon les chiffres officiels, les statistiques officielles, donc 536 000 doses qui ont été administrées en Côte d'Ivoire. Maintenant, on ne sait pas si tout le monde a reçu la deuxième dose, mais c'est une très bonne nouvelle. Très bien. Bonne nouvelle, André? Ah oui, c'est une excellente nouvelle parce que vous savez qu'il y a eu le cas d'un pays, je me semble que ça va être la Tanzanie, ils ont dû jeter des vaccins parce qu'il n'y avait pas eu d'utilisateurs. Donc, vaut mieux qu'il y ait, évidemment, et puis c'est prouvé aujourd'hui que les vaccins ont un vrai impact, notamment on le voit en Europe où
la campagne vaccinale est massive. On voit bien qu'il y a les contaminations sont donc en recul sur plusieurs pays. Donc nous, qu'on augmente justement notre disponibilité de vaccin, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, déjà, ça aurait été une difficulté d'administrer la première dose et qu'on n'ait pas de vaccin disponible. Bon, rappelons que c'est. Mais après, c'est le mécanisme COVAX, il faut le préciser. Pour titiller un peu, pour faire un peu mon massage quoi chien, je peux dire ça il est là, il pourra faire. Non, je pense que j'ai envie de l'emprunter un peu. La question à savoir, c'est est-ce que dans les chiffres, en tout cas dans le détail, la population ivoirienne vaccinée, les personnes, par exemple, surtout d'institutions internationales aussi, parce que ça aussi, j'ai eu écho que beaucoup de personnes d'institutions internationales se sont fait énormément vacciner. Également, les ambassades, les personnels des ambassades également se sont fait beaucoup vacciner. Donc, c'est de savoir la répartition en termes de population qui a reçu, par exemple, ces doses de vaccin. Moi, je peux vous dire, comme vous l'avez dit, que les 500 000 doses ont été écoulées. Je peux vous dire qu'effectivement, 540 245 personnes à ce jour en Côte d'Ivoire ont été vaccinées, en tout cas ont reçu, je pense, leur première dose. Donc, face à cela... Première et deuxième, parce qu'Ahmed Toussaint, qui fait partie de ces statistiques, a reçu les 2 doses. Oui, d'accord. Alors, lui, il a reçu à côté de cela, quand on sait que la Côte d'Ivoire, c'est environ 25 000, 26 millions d'habitants, on reçoit là en ce moment 100 000 doses plus 25 000 doses, ça fait 125 000. Ça va monter à près de 700 000 doses. Donc le ratio, il est quand même très, très, très peu. Et je me dis que s'il y a des efforts à faire pour couvrir toute cette population, même si pour l'instant on sait très bien que depuis en tout cas jusqu'au 1er avril, les populations étaient ciblées en ce qui concerne celles qui devaient recevoir le vaccin âgé de plus de 18 ans, mais qui devaient faire partie de certains corps bien établis. J'aimerais qu'on puisse accélérer à ce niveau-là, au niveau de cette politique-là, pour qu'on passe un peu au grand public. Mais c'est au public de venir se faire vacciner volontairement. Moi, par exemple, j'ai dû convaincre, mais vraiment convaincre mon mari d'aller se faire vacciner. Et il a accepté finalement, alors qu'il n'était pas prêt à se faire vacciner. Et il s'est déplacé d'aller se faire vacciner, mais l'endroit est vide. Il n'y a presque personne. Oui, parce que la communication n'est pas forcément bonne dessus, parce qu'au 1er avril... Après, il y a eu deux problèmes. Il y a eu la situation du concept de la vaccination qui devait être accepté, parce que même pas seulement pour la Covid, même pour la polio et tout ça, il y a toujours des facteurs. Oui, ça a toujours existé. Donc le concept de la vaccination, il y a des réticences. Mais en plus, j'insistais pour dire que de type AstraZeneca, quand on a su tout ce qu'il y a eu autour de AstraZeneca. La mauvaise campagne de communication. Mais par rapport à ce que Serge dit, il y a une chose qu'il faut quand même relever, c'est que le mécanisme COVAX qui a été mis en place, aujourd'hui, a beaucoup de lenteur. Il y a des critiques. Parce que vous imaginez, si la population ivoirienne s'était déportée massivement pour se faire vacciner, en vrai, il n'y aurait pas eu de vaccin. Donc le vrai problème, il est effectivement posé pour dire que est-ce que les vaccins qu'on a aujourd'hui peuvent suffire si vraiment la population finalement vient massivement se faire vacciner. Ça, c'est un vrai problème. Sur ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'on va mal interpréter ce que j'ai dit. Je réitère pour dire que jusqu'au 1er avril, les populations concernées par ces vaccins étaient le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité, les enseignants et les personnes âgées de plus de 50 ans. Je pense que ce n'est que maintenant, depuis cette date-là, que c'est ouvert aux plus de 18 ans. On est d'accord. Donc il va falloir recommuniquer sur ce fait-là qui n'est pas forcément su de tous. Et tu parlais de disponibilité de vaccins. Si la population adhérait massivement à la vaccination. Mais si on prend même le cas de l'Inde actuellement, l'Inde est à court de vaccins, alors que l'Inde est le premier producteur de vaccins au monde avec le Serum Institute of India. Ils sont à court de vaccins. Ils n'ont réussi à vacciner que 26 millions de personnes sur 1,4 milliard d'habitants. Bon, et à ce moment, ils sont incapables de pouvoir satisfaire la demande, alors qu'ils sont premiers producteurs de vaccins au monde et que je pense que la plupart de nos vaccins AstraZeneca viennent de cette usine en fait, pharmaceutique. Non, en plus, il faut surtout dire que nous, en tant que tels, nous n'allons pas acheter nos doses de vaccins. On bénéficie. Oui, du système COVAX, mais ça passe par le système COVAX. C'est pour ça que le mécanisme COVAX est le plus impacté. Parce que derrière, les pays développés, enfin qui ont plus de moyens, veulent acheter les vaccins pour eux d'abord, pour leur population, surtout qui sont les plus touchés par l'épidémie. Mais il n'en demeure pas moins que nous, on en a aussi besoin.
Donc du coup, le mécanisme COVAX qui aurait dû permettre de régler ce déséquilibre entre pays se trouve complètement impacté. Et donc, il faut faire avec. Je comprends Serge quand il dit qu'il faut accélérer, mais en réalité, moi je peux le dire, mais un gouvernant ne peut ne pas le dire, ça arrange plus ou moins la puissance publique qu'il n'y ait pas, que les gens ne soient, voilà, qu'il n'y ait pas une ruée vers En même temps, parce qu'il n'y aurait pas de vaccin. Allez vous faire vacciner. Si tout le monde n'y va pas, quelque part. Mais en même temps, on prie pour que ça ne soit pas la ruée vers les vaccins également. Oui, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Donc là, on vient d'en recevoir. Mais bon. Mais après, moi, la question que je me pose, vous me pardonnez Serge, la question que je me pose, c'est sur ce même plateau, à cette même place, là, on avait l'ancien ministre qui nous avait promis que, en plus d'AstraZeneca, on aurait Pfizer et une biotech. Bon, pour l'instant, on est en train de se battre pour obtenir, on est content même quand on reçoit des vaccins de AstraZeneca et du mécanisme COVAX. Mais pourquoi on ne commence pas déjà à regarder du côté d'autres vaccins? Mais après, c'est des coûts. On a la réponse, c'est ce qu'on dit. Ouais. Non, ça dit que le mécanisme COVAX... Donc on est exclusivement dépendant du mécanisme COVAX. C'est ça, COVAX. Ça dit que c'est pour le moment... Et même si on voulait... Parce que le mécanisme COVAX, c'est un mécanisme pour régler un déséquilibre entre pays pauvres et pays riches. Oui. C'est-à-dire que moi, si je suis riche, j'arrive à l'usine, ils n'ont même pas encore fabriqué les vaccins, que je dis, bon, je veux 4 milliards de vaccins. C'est ça le truc. Donc, du coup, nous, on ne va pas avoir de vaccins. Donc, on crée ce mécanisme avec l'ONU, l'OMS, en tous les cas, l'UNICEF, etc., pour permettre à nous, nos pays, d'en avoir. Donc, ce n'est pas une question de soit d'AstraZeneca ou machin. Comment font les autres pays qui ne bénéficient pas du mécanisme COVAX pour se procurer des vaccins? Oui, mais ils achètent. Oui, ce sont les pays développés. Quand tu prends par exemple les États-Unis, en termes de classement, ce sont les numéros 1 en termes de pourcentage de population vaccinée. Ils ont préféré privilégier, bon, à l'époque de l'ancien président Donald Trump, il a dit qu'il allait uniquement servir sa population en premier d'abord. Donc, Pfizer, BioNTech et ces autres vaccins, il a privilégié, il a fait, et ils sont à 41% de population vaccinée qui a reçu la plupart, les 2 doses actuellement. Donc, après, voilà, si on en croit les chiffres, je veux dire, c'est vrai que je dis qu'il faut augmenter cette communication-là pour inviter les gens à venir se faire vacciner, mais comme André dit, je ne pense pas que ce soit forcément... dans l'instant, le bon moment pour le gouvernement. Mais si on en croit les chiffres, en tout cas, jusqu'au 29 mai 2021, la Côte d'Ivoire comptait 47 233 cas confirmés, dont 46 642 personnes guéries, 303 décès, 288 cas actifs. Et on est à 1 an, 3 mois du premier cas enregistré en Côte d'Ivoire. Donc en 1 an, 3 mois, nous n'avons que 303 décès et 288 cas actifs. Je pense qu'effectivement, si on en croit ces chiffres, on ne va pas tout de suite taper du poing de la table pour aller vers la ruée, vers le vaccin. Je pense que pour l'instant, il est contenu, ce Covid en Côte d'Ivoire. Si on en croit encore les chiffres, je le répète pour la 3e fois, c'est beaucoup plus, c'est vraiment rassurant. Mais il faut savoir également que l'Union européenne va mettre en place, va valider, parce qu'ils ont déjà pris les accords, à partir de juillet, le pass sanitaire de l'Union européenne sera mis en place. Voilà. Donc en plus pour les voyageurs, d'avoir les tests PCR négatifs, il faudrait également avoir ce pass sanitaire. Rappelez-vous, on en discutait. Quand on disait que c'était volontaire, que le vaccin n'allait pas être exigé, j'étais assez sceptique sur la question, mais on va vers justement... La Cour constitutionnelle en France a validé également ce pass sanitaire. Donc il faudra s'attendre à le demander. Oui, je notais quelques infos aujourd'hui concernant même Tokyo, donc les prochains JO. Il se pourrait que ce pass sanitaire-là soit demandé à tous ceux qui souhaiteraient assister. Après, je ne vais pas critiquer faire son kwashi, mais je veux dire que ici, le fond du problème, c'est qu'à un moment, il faut couper la chaîne. Et on pense que c'est avec le vaccin qu'on peut arrêter la chaîne. Donc je pense que le pass sanitaire devient important pour pas qu'une personne qui n'est pas vaccinée vienne rompre justement cette chaîne de négativité. Donc s'il lui vient, il est positif, il peut venir troubler un peu. Donc pour moi, ça me paraît un peu logique. Mais là où ça va être intéressant, pour finir là-dessus, là où ça va être intéressant, c'est que les pays qui n'auront pas beaucoup de vaccinés, du coup, auront une double contrainte puisqu'ils ne pourront pas voyager, ceux qui font des affaires ne pourront pas partir parce qu'on n'a pas les vaccins. Et voilà, c'est ça la contrainte. On risque de passer du gratuit au pas gratuit. Ben oui, et tu prends par exemple ta petite info que tu n'as pas pu peut-être faire en Floride hier, un concert, en fait pour participer à un concert,
il faut payer soit $18 si vous êtes vacciné, et si vous n'êtes pas vacciné, vous payez $1000. Oui, non, mais ça, c'est pour rattraper le retard qu'ils ont pris, justement. Non, c'est les États-Unis. Oui, en plus, justement, c'est en le Floride, numéro 1 pour en termes de. rattraper le retard qu'ils ont pris au niveau de la Donc, il vaccination. faudra s'y attendre. Par contre, on a des pays comme en Israël où ils ont recommencé à faire des gros stuff dans la rue, puisque tout le monde est vacciné. Dans certains pays, on recommence à voir des gens entrer au stade et vivre des matchs. Le monde est en train de se remettre en marche, sauf que la condition, qui pour l'instant est toujours tacite, mais qui de plus en plus devient officielle, c'est la vaccination. Pourquoi je lis dans votre regard, Serge Kouachi, que vous êtes en train de vous dire ça avait déjà été planifié? Un complot. Oh, mais non, Non, à un je ne dirais moment... pas complot, mais ça avait déjà été planifié. Planifié. Vous saviez qu'on allait Alors, aboutir à ce stade, ça je ne cache pas qu'au début, de toute façon, je vous l'ai dit, je suis un adepte de la théorie du complot. Au départ, comment tu j'étais l'as vraiment dans cette optique-là, mais plus le temps passe et plus mon avis devient modéré sur la question parce que je me dis qu'il y a trop d'aléas, il y a trop de... Après, on a un carnet jaune pour la fièvre jaune. Pour Ben voilà, Quand vous regardez comment cette crise a été gérée en France, si véritablement elle avait été envisagée, je pense qu'il n'en serait pas là. C'est vrai, quand vous n'êtes pas vacciné, par exemple, pour la fièvre jaune, vous fièvre n'avez pas. jaune, voyagez Même pas. dans la souris, Oui, mais voilà. 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 Donc, en fait, voilà. Donc, Donc, je veux dire, c'est un que- vaccin en plus. c'est ce que je Voilà, dis. c'est tout, c'est un vaccin en plus. Vraiment, le seul. Moi, je pense, pour moi, la seule contrainte, c'est qu'on sera obligé d'avoir de se soumettre à un pass alors qu'on n'a même pas la possibilité de se faire vacciner. Puisque imaginez si nos 600 000 doses finalement qu'on aura reçues, je ne sais plus ça fait combien de doses, si tout est fini et qu'on n'en a plus dans le cadre du mécanisme COVAX et qu'on ne peut pas ponctionner notre budget pour aller prendre des vaccins, manifestement on va se croiser les bras. Je ne pour veux pas attendre. vous inquiéter. Alors, mais le Premier ministre Narendra Modi, donc le Premier ministre de l'Inde, ouais. a décidé d'annuler toutes les exportations parce qu'il n'a pas envie de revenir sur ses engagements. Donc, imaginez, Voilà. c'est le premier pays fournisseur de vaccins au monde qui nous fournit AstraZeneca. Ils sont à court de vaccins et ils ont décidé de se privilégier eux-mêmes d'abord et d'annuler toutes les exportations. Et ça, ce qui se passe là, c'est sans doute une petite digression, mais c'est aussi le problème des Européens sur le fait d'externaliser un certain nombre de services. Vous savez, toutes ces industries-là, pour continuer à alimenter l'Europe, ont été obligées d'aller dans des pays comme la Chine ou l'Inde, parce que là-bas, c'est moins cher à produire. Mais quand on a un gros problème comme ça, à un moment, le gouvernement indien, il a bien raison aussi, lui, de se dire... Mais c'est maintenant à nous, pays africains, voilà. de pouvoir maintenant avoir sur place des usines Ah oui, mais pour bien sûr. fabriquer ces Mais vaccins. bien sûr. Encore, moi, je trouve que c'est la prochaine étape, peut-être. Mais entre-temps, l'étape intermédiaire, c'est que déjà, pour moi, c'est pour ça que je vous posais la question, comment font les autres pays? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à checker pour savoir si on peut se procurer, par exemple, le vaccin russe ou le vaccin chinois, c'est on Ouais. jamais. Donc, ce sont les vaccins qui peuvent venir parce qu'effectivement, à un moment donné, on risque de se retrouver dans une forme de ruée vers les vaccins. Mais Brice, c'est ce que je Et donc, du De coup, nous, dépendance. maintenant, on ne va pas toujours se contenter d'attendre que le mécanisme COVAX, c'est comme ça qu'on dit, nous rapporte des vaccins. Et quand on n'en a plus, on a un problème. Non, mais Donc, parce que, Brice, le vrai problème, c'est les moyens financiers. C'est ça. Quoi que vous pensiez, c'est ça. AstraZeneca coûte C'est- moins cher que Oui. Pfizer et BioNTech. Parce et qu'il en faut fait, le ces vaccin conditions... russe. Oui, Il faut pas qu'en Guinée, ils se sont vaccinés. il y avait Et le même vaccin s'il russe. même s'il coûte moins cher, je dis, il ne coûte pas le prix du vaccin de la polio, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Il y a un niveau quand même qui fait que c'est un vaccin qui coûte assez cher, compte tenu de ses conditions même de production, etc. Donc, il coûte cher. Donc, qu'on prenne sur notre budget, c'est malheureux à dire, mais on n'a pas les mêmes moyens pour rivaliser justement sur ce terrain-là, à part justement bénéficier de la coopération multilatérale et internationale. Voilà, moi je pense que c'est la réalité. Mais vous me donnez justement une idée. On a ici notre zone franche. Oui, on termine là. On a notre zone franche, justement. Le VITIB avec Dr Pongo, qui pourrait venir nous expliquer justement qu'en est-il de tout l'aspect pharmaceutique et vaccin. Qu'en est-il? Parce que Je pense qu'il est disponible. Ouais, parce il faut qu'après, qu'il on a vienne. évoqué même la question de la conservation des autres vaccins, Ouais. voilà, qui était beaucoup plus Et difficile AstraZeneca à se conserver. conserve beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà, Oui. donc il y a beaucoup de contraintes et il faut regarder tout ça. Et la vaccination contre la Covid est gratuite et volontaire. J'ai même envie de dire, Rappelez. pour l'instant. Pour l'instant. Et pour vous faire plaisir, ma conclusion serait je préfère suivre le démon que je connais plutôt que l'ange Ouh que là je là. connais pas. Ah non, Oh là là. il n'y a pas de démon dans le Oh, vaccin. c'est juste une expression. Non, non. Les anti-vaxxeurs. Idiot, c'est- Bon, ça reste une Je expression. n'ai jamais dit que j'étais anti-vaccin, j'émets juste des observations. Très bien. En tout cas, moi, je suis pour ce vaccin-là et je pense que j'irai à la pause avec le vaccin.
Jean-Baptiste Kofi est en notre compagnie, il est avec nous autour de cette table. Je rappelle, il est président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur Kofi? Bonsoir, je vais bien. À ce propos, donc, je disais, vous présidez depuis 2012, n'est-ce cela, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, un groupement de 12 associations spécialisées, qui a décidé donc d'œuvrer à la promotion des droits et de la défense des intérêts des consommateurs. Alors tout de suite, quels sont les différents domaines d'intervention de vos membres? Alors, comme on l'a dit, c'est 12 organisations spécialisées. Très bien. Vous avez l'Association des consommateurs d'eau potable et d'énergie, donc qui s'occupe de la promotion des droits et de la défense des intérêts des consommateurs d'eau potable et d'énergie. Vous avez l'association des... Oui, il m'intéresse tout à l'heure, on reviendra. D'accord, on reviendra dessus, donc c'est l'actualité. Il y a l'association des consommateurs de produits alimentaires et ménagers. Il y a l'association ivoirienne pour le droit à un environnement pur. Il y a l'association des usagers des banques et établissements financiers. L'association des usagers de la poste et des TIC. Vous avez l'association des usagers du système sanitaire. Vous avez le forum des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Vous avez la justice pour tous. Vous avez le mouvement ivoirien pour le suivi du droit à l'éducation et à la formation, le mouvement des usagers du transport. Et puis, vous avez le mouvement ivoirien pour le suivi du partenariat public-privé. Donc, 12 organisations qui vraiment embrasent tous les secteurs de la vie. Nous avons voulu ainsi pour être beaucoup plus efficaces dans les sujets que nous abordons. Promotion et défense. Voilà les deux missions essentielles des organisations de consommateurs. Promotion des droits des consommateurs, c'est-à-dire faire connaître aux consommateurs eux-mêmes leurs droits et défendre les intérêts des consommateurs quand ces intérêts-là sont en balle dans certaines conditions. Mais quelle est la différence avec la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire? Donc je parle de Marius Komoé. Alors, bon, Marius, il était précédemment président de la Fédération des associations de consommateurs actifs. Donc il a perdu la tête parce qu'il a perdu les élections. Donc il y a un autre qui préside cette organisation. Voilà. Donc il faut dire de façon précise que les consommateurs sont organisés en associations. Les associations sont regroupées en fédérations. Et les fédérations sont regroupées en confédérations. Très bien. Donc voilà, sur la place, donc, vous avez la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire qui regroupe l'ensemble des fédérations active sur le territoire et je suis également président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Alors, si on comprend bien, vous êtes le président de l'Union des consommateurs de Côte d'Ivoire tout court, c'est-à-dire la Confédération, voilà. Toutes les associations, les fédérations, c'est vous en principe qu'on doit voir partout en train de défendre nos droits. Mais pourtant, excusez-moi, mais je ne vous ai pas beaucoup vu. On ne voit que M. Marius Komoé. Ah, vous l'invitez. Aujourd'hui, j'ai été invité, je suis là. Donc, on va là où on nous invite et nous créons nous-mêmes nos organes, nos structures de communication. Hein, l'UFC a créé un journal, l'UFC a sa page Facebook, a son site internet, a sa télévision aujourd'hui qui est en marche. Donc, c'est-à-dire que nous nous donnons les moyens de notre visibilité. Très bien. Mais si vous invitez, nous sommes là. J'ai été invité tout ce matin. Immédiatement, j'ai répondu. Un peu confirmé. Très bien. Alors, justement, est-ce que vous avez un peu le sentiment que les populations là, sont de plus en plus conscientes de leurs droits en tant que consommateurs? Et même, non, pour ajouter à cette question, comment vous participez à rendre ces populations conscientes par rapport à la question de Brice? Voilà, donc c'est notre raison d'être, c'est-à-dire que, comme je dis, faire la promotion des droits et défendre les intérêts des consommateurs. Dans le concept, mais dans la réalité. Voilà. Donc dans la réalité, c'est se rapprocher des consommateurs. Donc en créant des sections dans les quartiers et sous-quartiers. L'UFC que je préside a 103 sections sur l'ensemble du territoire national. Donc, chaque leader d'association travaille à l'implantation de l'organisation qui dirige dans les quartiers et sous-quartiers. De sorte que dans un quartier, dans le hameau le plus reculé, s'il y a un problème d'eau, c'est le leader de l'association des consommateurs d'eau potable et d'énergie qui prend la parole. S'il y a un problème d'environnement, c'est celui qui dirige l'association ivoirienne droit à un environnement pur qui intervient. Voilà un peu comment nous travaillons. Et nous travaillons à l'implantation de nos sections à l'intérieur des différentes communes. Monsieur Kofi, vous voyez que nous sommes insistants quand même sur le sujet, c'est qu'on veut vraiment s'assurer que les associations ont un vrai impact sur la vie des Ivoiriens, donc à travers vos dénonciations. Mais on n'a pas le sentiment que vous impactez vraiment les choses. Vous connaissez mieux que moi, pour terminer là-dessus, l'UFC Que Choisir. Bien sûr. Leur influence, leur force de proposition, ils ont réussi à démanteler des fraudes sur la consommation.
parce qu'ils sont actifs, ils sont ingénieux. Qu'est-ce qui se passe chez nous, en fait? Quels sont les grands combats que vous avez pu mener Alors, pour je vais faire vous bouger dire les quelque choses? chose. C'est-à-dire que la force... Voilà, je suis présent. Alors, la force d'une organisation, je dis, ce sont les membres, ce sont les consommateurs eux-mêmes. Donc ici, la population n'a pas encore la culture nécessaire. C'est pourquoi ça prend du temps. La force d'une association de consommateurs, c'est la solidarité entre les membres. Aujourd'hui, on est focalisé beaucoup plus sur les droits, mais le consommateur aussi a des devoirs. Et ces devoirs-là qui font défaut. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a du mal peut-être à décrocher des gros résultats. Premier devoir, c'est le devoir de solidarité. On est dans un État qui a choisi le libéralisme économique. Ça veut dire que la fixation des prix sur le marché est guidée par la loi de l'offre et de la demande. Donc l'État agit simplement en période de crise sur le niveau des prix. Donc en temps normal, c'est la population qui peut agir sur le niveau des prix. Et comment agir sur le niveau des prix? C'est la solidarité. Quand vous êtes dans un quartier, qu'un commerçant pratique un tarif que vous trouvez exorbitant, si vous êtes solidaire, vous faites bloc, vous dites qu'on n'achète pas, mais il ne va pas continuer à engendrer des frais. Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de vous? Alors si c'est que la population qui doit se soulever pour... Non, c'est ce message que nous passons aux consommateurs pour dire, soyons solidaires, osons la solidarité si nous voulons impacter les prix, les tarifs, la qualité des services qui nous sont proposés. Alors, voilà un exemple concret et précis. D'accord. Aujourd'hui, la viande de bœuf coûte plus cher au kilo que le poulet. D'accord. On a l'impression que c'est même avec la viande de bœuf qu'on doit faire les fêtes aujourd'hui, on doit les célébrer plutôt que l'inverse, comme c'était il y a quelques années. La semaine dernière, j'étais en supermarché pour acheter 1 kilo de viande de bœuf qui est passé à 3 900 francs CFA. Alors, là-dessus, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai parlé des Les droits des populations consommateurs. constatent ça, Il y a- vous également vous le constatez, Oui. vous faites partie des consommateurs Oui, également, oui. mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas des voix qui se lèvent de chez vous alors que vous semblez nous dire sur ce plateau qu'il faille que ce soit la population qui se lève? Alors, Non. justement, je m'apprêtais à modérer la question. En ce moment, M. Kouachi, qui prend un exemple précis, qui constate ce qu'il a constaté. Comment il procède? Voilà. Donc, je parlais des devoirs des consommateurs. Le consommateur, il a un devoir qu'on appelle, le consommateur doit être averti. Averti, c'est-à-dire doit être disposé à s'informer sur les biens et services qu'il consomme. Il a parlé tout à l'heure de la viande de bœuf. Mais la viande, il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'est pas producteur. La viande vient des pays du Sahel. Nous dépendons de l'Interland, Mali et Burkina. Il y a des villages entiers qui ont disparu, qui tiennent des producteurs. Donc, il n'y a pas assez de viande qui descend chez nous. Et je vous ai dit, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, quand l'offre baisse, les prix flambent. Donc, tout les hausses sur le marché ne s'expliquent pas par la crise énergétique. Ouais, ça, il faut le préciser. Voilà. Donc, il y a des explications, je dis, secteur par secteur. Donc, comme je dis, le consommateur doit aller à l'information, doit fréquenter les associations de consommateurs. Je dis, on a aujourd'hui sur la toile, toutes les associations, ils sont page Facebook, Internet, site Internet et tout ça. Nous offrons la visibilité, mais qu'est-ce que vous pouvez, si quelqu'un ne veut pas aller à la formation, Vous offrez l'information. Si vous revenez sur le process, pour dire quand il constate Vous ça, faites quoi, ouais. il devrait peut-être se rapprocher d'une association pour comprendre. Et s'informer. déjà Non, s'informer. moi je pense qu'on a compris la situation. Mais on pour aller plus loin dans mon questionnement, c'est que vous qui nous représentez, parce que vous affichez que vous représentez le droit des consommateurs, vous pouvez peser dans la balance, ne serait-ce que pour demander à l'État de subventionner ou de faire quelque chose pour améliorer certaines situations qui pourraient aider les populations au quotidien. Mais si vous attendez que ce soit les populations qui tirent la sonnette d'alarme, je me demande pourquoi vous existez. Non, alors, je vous explique. Je dis que c'est un choix que la Côte d'Ivoire a fait. C'est le choix du libéralisme. Et cela obéit à des règles. Nous avons les lois nationales, mais nous avons aussi les lois communautaires. Donc l'État ne peut pas tout faire. Même quand l'État intervient en période de crise, comme maintenant, pour réguler, mais cela est encadré dans le temps. 3 mois renouvelables, une fois. Maintenant, si la crise perdure, il y a d'autres dispositions, peut-être qu'il y aurait plus par décret. Donc je dis qu'en faisant le choix du libéralisme, mais le pouvoir revient aux consommateurs que nous sommes. Et ça, c'est ce que nous nous invitions à expliquer tous les jours. Mais ce qui est intéressant dans la question de M. Abafan, on ne va pas s'acharner, c'est vrai, c'est qu'il se trouve que quand même la loi sur le commerce offre un cadre aux associations. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2016, je crois, vous avez plus de cadres pour pouvoir soit tester en justice ou en tout cas prévenir les autorités. Est-ce que vous utilisez ces moyens-là pour faire avancer la cause? C'est ça le vrai problème. C'est ce que nous faisons tous les jours. Peut-être quand il s'agit de la lutte contre la cherté de la vie, du niveau général des prix, peut-être que vous n'arrivez pas à percevoir, mais je vous ai dit, c'est tous les jours que nous réglons les problèmes pour les individus. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent aux associations
que lorsqu'ils ont un problème, quand ils n'ont pas à partir à la compagnie d'électricité, quand ils n'ont pas à partir à une compagnie d'assurance, quand il n'y a pas d'eau dans leur quartier, à ce moment, ils nous saisissent. Mais quand il s'agit de la communauté, je vous dis que c'est un devoir de solidarité qui va nous amener à agir. C'est parce que les gens n'osent pas s'exprimer quand, en général, il s'agit d'argent. Parce que je peux vous dire qu'il y a des personnes qu'on a aidées à indemniser à hauteur de plusieurs millions. De plusieurs millions, mais qui n'oseront jamais prendre la parole devant le public pour expliquer. Témoigner. Voilà. Et les exemples ici, pour interroger les gens du secteur, vous dites combien c'est ce que nous faisons. Si vous venez nous voir au siège, nous vous donnerons les Donc vous résultats. identifiez les problèmes. Donc il y a un problème de conscience, de mécanisme déjà de la part du consommateur qui se dit, dans un premier temps, quand on constate, voilà comment on procède avant de saisir l'association qui, elle aussi, a plus de force quand c'est beaucoup plus communautaire. Alors, quand il y a deux types de problèmes, il y a des problèmes qui seraient évidents. Vous avez un problème avec un marchand, vous avez un problème avec un fournisseur, vous avez avec un service public, parce que n'oubliez pas que le consommateur aussi, c'est l'usager du service public. Donc, s'il y a un problème, il vient, il nous voit, on règle le problème. Mais quand il s'agit d'un problème qui concerne l'ensemble du pays, comme aujourd'hui le rationnement que nous subissons, ben, il est important que nous fassions front, fassions bloc. Avant même que vous ne soyez saisi par un quelconque consommateur. Absolument, parce que on s'auto-saisit nous-mêmes. Mais figurez-vous, il y a des cas de figure où l'opérateur qui est en face vous demande la preuve de ce que vous êtes en mission pour monsieur à nous. Donc, nous allons demander dans ces cas-là d'adhérer parce qu'en général, pour donner la leçon au consommateur, les adhésions sont payantes, c'est ça ? La leçon au consommateur, mais souvent nous gérons leurs difficultés, nous réglons leurs problèmes et c'est après cela qu'ils adhèrent et qu'ils deviennent même nos fervents défenseurs. On est d'accord. Voilà. Donc, quand il y a un problème, bon, il y a des structures qui vont demander à ce que faites-moi la preuve que vous avez mandat pour agir pour le compte d'eux. On est d'accord. Dans ces cas, il faut présenter, vous prenez la carte de membre, on documente le dossier, on présente et on agit pour votre compte. Combien coûte la carte de membre ? C'est 5 000 francs, le droit d'adhésion. Pour pouvoir, en fait, pour me saisir de votre voix pour défendre mes droits. Quand vous devenez membre, vous avez droit à la formation, vous avez droit à l'information et vous avez droit à la défense si vous avez des difficultés. Quoique, il y a des gens qui ne sont pas membres que nous défendons. Monsieur André Bois, votre question. Non, mais la question que je voulais vous poser va concerner l'information. Vous savez, la loi dit qu'il faut informer le consommateur. Donc, on le voit avec, quand on achète une boîte de lait, il y a toute une série d'informations. Quand je signe mon contrat avec la CIE, il y a des informations, etc. Est-ce que depuis lors, vous avez réussi à faire condamner soit des opérateurs ou tout type de fournisseurs sur le non-respect des informations aux consommateurs? Alors, deux choses. Il y a l'information sur le prix. C'est ça. Donc, comme vous avez dit, aujourd'hui, la fixation des prix est libre, mais l'obligation que le consommateur a, le commerçant a, c'est d'afficher les prix. Donc, nous n'avons pas le rôle de police, mais quand nous constatons qu'un marchand n'affiche pas les prix, donc nous alertons les services du ministère du Commerce qui, eux, ont le pouvoir de police pour faire la descente, pour faire le contrôle. Maintenant, le second contrôle dont vous parlez, l'information sur les produits, l'étiquetage et tout ça, ça relève du devoir du ministère du Commerce. Mais si nous voyons dans un supermarché qu'un produit a une notice dans une langue qui est inaccessible aux consommateurs, ben, nous alertons le ministère. Est-ce qu'on a des cas du Commerce. On a eu des cas, en général, ce sont des importations qui se font de façon frauduleuse, qu'on trouve sur les marchés à jamais un peu partout, des biscuits, des jus et tout ça qui sont dans les langues. Et il y a eu des saisies. Ah voilà, c'est la question que j'avais posée. Est-ce que ça a abouti à des retraits? C'est des saisies suivies de destruction. Ok. Toujours la même veine. Il y en a eu quand la dernière fois? La dernière fois, c'était à l'intérieur du pays. Ce n'était pas notre initiative, mais c'était l'initiative de direction du commerce. Un cas pratique rapidement, toujours dans la même veine. Alors, je me rends dans un supermarché, au rayon charcuterie. J'achète un produit qui est déjà emballé, donc qui est déjà en barquette avec du film dessus. Je vais à la caisse, je le paye, je rentre chez moi, je constate, en ouvrant naturellement l'emballage, que le produit est avarié. Qu'est-ce que je fais? Alors, donc, si je veux rentrer dans mes droits. OK. Donc ça, il y a un constat déjà à faire. Parce que les retours d'expérience sont encadrés pour ne pas tomber dans la délation. Parce qu'on a eu des cas où les concurrents qui sont tapis dans l'ombre, qui vous posent, donc il faut déjà garder la preuve de l'achat que vous avez effectué. Il
constater ce que vous venez de constater, remonter vers nous et puis nous Constaté par qui? Par un huissier? Par qui? Un huissier, Ah parce ouais, que, moi voilà. je viens d'acheter une boîte de lait à 500 francs. Donc, Il est 19h, par exemple. Il est Oui, 19h. mais La je viande dis, est avariée. c'est dans votre intérêt parce que pour ne pas que ce que vous voulez initier comme action se retourne contre vous. Donc, c'est vraiment encadré. Voilà, le retour Parce que sinon, d'expérience. qu'est-ce qui prouve que ce Voilà, produit oui. que vous avez acheté vient de ce supermarché? Oui, mais attention, Donc, il vous faut mettez qu'on suive la un logique. peu Il en est lumière, 19h. oui. Il est 19h. J'ai ouvert l'emballage. Je sens que le produit est avarié. Oui. On va dire que le supermarché, il ferme avant que j'ai eu le temps de retourner. Qu'est-ce que je fais? Je le remets au frigo. Non, peut-être que vous avez la possibilité soit de faire une photo, Photo, vous avez la possibilité avec Sur la, le ticket photo, de caisse, sur la photo, on ne saura jamais qu'il est avarié. Mais donc, vous attendez la Le lendemain à lendemain 19h si votre huissier peut venir faire le constat. constat. Mais dans tous les cas, vous devez éviter qu'on vous poursuive en termes de dénonciation. Parce que entre, Dénonciation calomnieuse, entre le producteur et le consommateur final que vous êtes, il y a toute une chaîne. À quel niveau, il va falloir identifier à quel niveau, est-ce que c'est chez l'intermédiaire grossiste ou alors c'est là où vous êtes parti acheter. Il y a une rupture de la chaîne de Il y a une froid. rupture de la chaîne de froid, tout Oui. ça. Il y a toute une chaîne de responsabilités à identifier. Vous ne pouvez pas vous permettre de tout de suite indexer le producteur ou bien le... Vous avez parlé de délation, de risque de délation. On va mettre un peu en lumière ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux. Je ne me sens pas protégé. En tant que On va mettre en lumière un Madame peu ce qui se Bleu, passe finissez votre question. sur les réseaux Finissez votre sociaux, question. donc avec des plateformes qui existent où les consommateurs peuvent se plaindre et c'est beaucoup utilisé. Quels conseils vous pouvez donner aux consommateurs? Parce qu'en général, lorsqu'on se sent floué, comme M. Kouachi, par rapport à un produit pour lequel on n'est pas satisfait, directement, on va sur un groupe dédié pour se plaindre et poster la photo. Et ça va beaucoup plus vite que Non, non, ce que non, vous non, venez non, d'expliquer. Comment faites on peut s'y attention prendre? parce Est-ce qu'on peut le qu'il y a faire eu des régulièrement? procès, justement, je n'ai pas donné la plateforme, mais il y a eu des procès et je vous assure qu'il y a des personnes qui ont fait des posts, après qui ont regretté, qui disent non, je voulais faire du buzz, je voulais m'amuser. Non, j'ai pris souvent, un cas où la jeune fille, elle a pris les contacts de sa maman, elle a fait le post, elle ne savait même pas de quoi elle voulait créer simplement du buzz, mais le retour du bateau était terrible. Maintenant, on demande pardon. Donc, quand j'ai dit, en cette nuit-là, si vous n'avez pas consommé cette nuit, ce n'est pas cette nuit-là qu'on va vous dédommager. Vous avez tout le temps de faire votre procédure, Et demander c'est à ce une moment-là qu'on réparation. doit vous contacter. Non, il dit qu'il a acheté et il ne se sent pas protégé parce que la même nuit, il n'a pas pu porter plainte. À quel moment est-ce que vous intervenez? Nous sommes des bénévoles, nous travaillons un peu comme une administration, on ne travaille pas 24 heures sur 24 pour que à 20h, il y a 25 millions d'Ivoiriens. Si chacun doit pouvoir nous faire régulièrement, on ne peut pas... Donc, c'est une question d'organisation. Juste une question pour aller dans le sens de l'électricité. Oui. Vous savez, l'électricité, c'est une délégation de services publics, etc. Tout ça. Sur ces grands sujets-là, donc téléphonie, électricité, puisque nous sommes dans le cas de l'énergie, souvent, vous constatez vous-même, au-delà même de l'abonné, on constate que le service n'est pas rendu, soit par l'opérateur, parce que son matériel n'est pas aussi bon. Est-ce que sur ça, vous avez possibilité vous-même d'intenter de vraies actions, soit auprès du régulateur ou auprès de la justice, pour que le service soit donné à l'ensemble de la population sur ça? Alors, des secteurs régulés, jusque-là, on n'avait pas, je dis, de façon générale, on n'avait pas le pouvoir jusqu'à ce qu'on ait la loi sur la consommation qui nous permet d'ester en justice. Mais vous savez que la justice, les procédures à la justice sont longues, elles sont onéreuses, et puis l'issue est souvent incertaine. Hein, parce que, bref, les avocats ils savent comment ils vont. Alors, nous, ce que nous privilégions, la voie de la discussion, de recours au régulateur que nous saisissons. Parce que logiquement, le régulateur, il a pour mission de défendre les intérêts de toutes les parties en présence. Consommateurs, pouvoir public et opérateurs du secteur. Donc, c'est l'opérateur qui doit sanctionner, c'est le régulateur qui doit sanctionner l'opérateur quand il y a un déficit de qualité. Vous constatez cela dans la téléphonie régulièrement et ils sont sanctionnés quand il y a un manquement au cahier des charges. Mais ce que nous déplorons, c'est que notre régulateur au niveau des télécoms ne se saisit pas souvent pour nous dédommager, nous consommateurs qui subissons. Moi, je pense qu'il y a une dernière question, on va terminer là-dessus, en 15 secondes. Dites-moi, aujourd'hui, tous les téléspectateurs qui nous regardent, s'étaient posé une seule question. On dit on a eu des problèmes d'électricité. Qu'a fait l'association des consommateurs? On termine là-dessus en 15 secondes. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'association des consommateurs? D'abord, nous avons demandé à rencontrer les responsables du secteur. Vous avez suivi tout à l'heure qu'au niveau des opérateurs, ils se sont réunis autour de la CGC. Ils ont présenté une situation pour leur dire que c'était défavorable, ils ne pouvaient pas travailler et ça allait causer des pertes d'emploi. Donc, le ministre est sorti, a dit, qu'est-ce que vous voulez? On règle vos problèmes. Nous,
Par contre, nous sommes allés le voir, nous ont dit, voilà la situation, elle n'était pas prévisible pour nous. Nous avons dit non, on ne peut pas accepter une telle réponse parce que c'est vrai, on a salué les actions du gouvernement dans l'électrification rurale, ils ont mis le courant un peu partout. Mais en amont, ils n'ont pas pris la disposition pour garantir une qualité de l'offre. Donc aujourd'hui, il y a des consommateurs qui paient des pertes d'exploitation, il y a des pertes des dommages de matériel. Donc nous demandons au gouvernement de prendre des dispositions pour que tous ces torts subis par les consommateurs soient réparés. Si vous pouvez aussi, je profite de me demander en même temps qu'on puisse également prendre en compte toutes ces heures de coupure sur les factures aussi des consommateurs, ce serait pas mal. Ça, juste en passant. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, merci d'avoir été. Votre content de tout le monde. C'est ça. Merci d'avoir Oui, été. non, mais notre après, compagnie généralement, pour ce c'est les numéro mêmes du montants Live qu'on Talk. paye. Nous, on va vous dire qu'on vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre numéro. Merci d'avoir été à notre compagnie. C'est vrai. Merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Juste après, vous avez rendez-vous avec la Foire des Deals et André Bois vous retrouve pour Immersion. À demain. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Alors, je n'ai pas suivi, mais...